Physiquement, moi, j'ai toujours été, je le suis encore aujourd'hui, mais j'ai toujours été petite taille. Quand j'étais notamment en primaire, au collège ou au lycée, ça pouvait être un handicap, ça pouvait être une source de raillerie, ça pouvait être une source de critique. On m'a toujours dit, le racisme, ça existe, les discriminations, ça existe, mais si tu es excellent dans ce que tu fais, si tu es brillant dans ce que tu fais, eh bien pour toi, il n'y aura aucune possibilité de te discriminer. Toutes les portes te seront ouvertes. On sera contraint de te respecter. Je suis petit, certes, mais j'ai des qualités à revendre. Amir, bonjour. Bonjour. Amir, je suis ravi. Je suis ravi parce que je sens qu'on va avoir une conversation de qualité sur plein de choses, à la fois sur ton parcours exceptionnel, remarquable, celui d'un avocat qui a été champion de France des débats, qui a été vice-champion du monde, qui est dans le classement Forbes Afrique 30 Under 30 en 2022, un palmarès exceptionnel. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite on va enchaîner avec plein de questions et j'espère qu'elles te plairont et qu'elles nous aideront à mieux comprendre et mieux connaître la personne que tu es. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Amir Ngazi, j'ai 30 ans, je suis avocat en droit des affaires et en droit du sport. J'exerce à Paris et à Moroni aux îles Comores. Génial. Génial. Et j'ai voulu préciser le palmarès qui était le tien parce que je savais que l'humilité t'empêcherait de le faire. Tu es quelqu'un de particulièrement éloquent, de sensible à l'art oratoire et je voulais, pour que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent, parler d'abord du jeune Amir, celui qui a été dans une salle de classe, qui a été élève. Et je suis curieux de savoir comment tu étais à l'école. Est-ce que tu étais plutôt cette personne discrète, timide ou tout à l'inverse, quelqu'un d'extraverti qui prend de la place? Non, j'ai toujours été très extraverti, très bavard, très taquin, très rieur. J'ai toujours eu d'ailleurs un rapport assez étroit avec la parole. Je dirais pas avec l'art oratoire puisque ça s'est construit un peu plus tard. Mais j'ai toujours aimé parler, aimé m'immiscer dans des discussions qui ne me concernaient pas, notamment des discussions entre adultes au sein de ma famille. Donc j'étais presque une pile électrique pendant l'enfance, la préadolescence, voire même pendant l'adolescence. C'est génial. Tu étais une pile électrique et pour autant, est-ce que tu étais aussi un bon élève, quelqu'un qui excellait à l'école, qui était premier de la classe? J'avais effectivement de très bons résultats scolaires, essentiellement grâce à l'éducation qui m'a été donnée par ma mère, puisque dès mes 5 ou 6 ans, ma mère m'a imposé un certain rythme de lecture, m'a interdit la télévision, les jeux vidéo, et donc lorsque j'avais du temps libre, je le consacrais à lire. Au départ, des livres qu'on appelait les J'aime lire, donc c'est des petits livres de jeunes de 6 7 ans. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à lire des romans, puis des classiques. Et ça m'a beaucoup forgé, ça m'a beaucoup structuré, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis d'avoir, au-delà peut-être des quelques qualités innées que je pouvais avoir depuis le début, de grandes facilités à l'école, notamment dans les matières littéraires, mais aussi dans les autres matières. C'est top, c'est top. T'en parlais sur d'autres podcasts. Tu ne veux pas te faire le chantre du si on veut, on peut. Chacun a son potentiel à exploiter, à aller chercher. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois toujours, cette idée de bah oui, on peut être bon à l'école, on peut se développer, mais il faut aussi mesurer son ambition, je me permets ce terme-là? En fait, ce que je voulais dire, en fait, dans ce podcast, c'est vraiment je suis tiraillé par ce sujet et je pense que on a pu l'entendre dans le podcast auquel tu fais référence de Tanguy. Je suis tiraillé entre cette idée de pouvoir, à mon humble échelle, être inspirant, de pouvoir promouvoir l'idée que le travail paye, que le travail permet de s'élever, permet d'atteindre ses objectifs, et en même temps par l'idée que le parcours de chacun est singulier, que chacun peut avoir des obstacles de tous ordres, obstacles d'ordre sociaux, obstacles d'ordre ethnique, obstacles d'ordre religieux, obstacles liés à la famille. Beaucoup de choses peuvent influencer le parcours d'une vie et j'ai du mal avec cette idée du quand on veut, on peut, parce que parfois c'est une manière de renvoyer les gens à l'idée qu'ils sont les seuls responsables de leur sort. Et il y a d'autres choses qui influencent. Mais évidemment que si je devais privilégier une idée, si je devais privilégier la promotion d'une idée, ce serait celle selon laquelle, quand on travaille, quand on se discipline,
quand on a des ambitions, on peut atteindre ses objectifs. Mais je suis conscient et je ne veux pas avoir ce biais du survivant. C'est là qu'est la tension et c'est là qu'est le tiraillement. Ouais, c'est très clair. C'est-à-dire que au final, ceux qui réussissent ont eu un certain parcours. Eh bien, on ne retient que ceux qui ont réussi. On imagine qu'il faut être comme ça pour réussir. Exactement. Plein de choses à côté desquelles En on fait, passe. au fond, j'ai toujours cette peur d'être instrumentalisé. Ouais, bien sûr, c'est exactement le terme que tu as employé. Regarde, Amir, il a réussi, il n'était pas forcément issu d'un milieu très favorisé, il a pu avoir des obstacles dans sa vie, il était noir. Pourquoi tu te plains? J'ai pas envie qu'on m'instrumentalise. C'est Super peut-être intéressant. pour ça que j'ai du mal avec cette idée du quand on veut, quand on veut, on peut, même si dans l'esprit, c'est finalement ce que j'essaie d'incarner quand même. Ouais, de fait, de fait. Et tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que ça me fait penser à quand j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po Paris. On m'avait posé une question, j'ai rien compris à la question, c'était est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être l'arbre qui cache la forêt? Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je crois que ce que tu dis là l'exprime bien, c'est-à-dire qu'on met un arbre en avant en se disant bah, au final tout le monde peut y arriver, regarde, je suis comme les autres. Mais au final, il y a toute une forêt de gens qui sont peut-être très différents et peut-être que tu leur ressembles, mais nous sommes tellement différents à bien d'autres égards, notamment celui de la lecture. Et tu vois, pour faire le lien là tout de suite avec l'art oratoire, quelle place a selon toi l'art oratoire dans ce parcours de réussite et d'excellence qui est le tien? Il y a un goût pour ça, mais sans ça, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Je pense que l'art oratoire a été central. Ouais. Central à plusieurs égards, mais la première raison pour laquelle l'art oratoire que j'ai pu découvrir à l'université a été central, c'est que bien que j'avais déjà une grande confiance en moi grâce à l'éducation que j'avais reçue, ça a vraiment accentué la confiance que j'avais en moi. En fait, quand dès notre plus jeune âge, dès nos 18, 19, 20 ans, on prend l'habitude de vaincre sa peur et de parler en public devant 100 personnes, 200 personnes, parfois 800 personnes. Moi, à 21 ans, j'ai eu l'occasion de participer à un procès fictif au cours duquel j'ai plaidé devant 800 personnes, devant un amphithéâtre plein à craquer. Il y avait du stress à ce moment-là, Amir, où tu avais déjà suffisamment confiance pour gérer. Il y avait un petit peu de stress, mais j'avais déjà fait tellement de concours d'éloquence Et ouais. que j'arrivais à composer avec. Et quand on a fait ça, quand on arrive à faire ça, on se sent presque invincible ensuite, quelles que soient les situations auxquelles on va être confronté, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, on est prêt finalement à surmonter n'importe quelle situation, y compris un procès important, à forts enjeux, même si évidemment que dans le cadre d'un procès, il est question de la vie de quelqu'un parfois, il est question de l'argent de quelqu'un parfois, il est question d'une famille parfois, d'une entreprise parfois, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais avoir su vaincre sa peur dans ces circonstances-là, dans le cadre de ces concours d'éloquence-là, ça permet de beaucoup mieux appréhender la prise de parole judiciaire. C'est trop bien. Vraiment, ça a été central. La confiance que j'ai gagnée grâce à ces concours d'éloquence, je pense que j'aurais pu la gagner nulle part ailleurs. Ouais, donc il y avait déjà de la confiance que tu avais eue par ailleurs, et là, tu allé chercher plus loin, et ça se voit quand on se parle, tu sais, quand je te regarde, on sent que tu es quelqu'un, évidemment, de motivé, le mot est trop faible, mais surtout d'entraîné. Tu sais, qui s'est mis en situation et qui a répété l'exercice, un peu comme un sportif pourrait aller à C'est la ça. salle de sport régulièrement, et tu t'es entraîné à parler en public dans ces C'est ça. contextes audacieux, importants. Et tu sais, j'en connais beaucoup des avocats qui viennent me voir ou par ailleurs qui voudraient être à l'aise, qui ne sont pas du tout à l'aise pour parler en public. On pourrait se dire, ils sont valorisés, ils ont quand même réussi le CRFPA ou d'autres concours. Comment t'expliques que certains avocats vont oser se mettre dans ces situations avant même d'être à l'aise, hein, vont oser, et d'autres n'oseraient même pas? Je dis avocat, mais ça pourrait être plus largement des gens. Alors déjà, la première chose, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la formation au métier d'avocat et la formation en fac de droit de façon plus générale ne prépare absolument pas à la prise de parole en public. On a certains étudiants qui plaident pour la première fois quand ils arrivent en sixième, septième année de droit, une fois qu'ils sont à l'école d'avocat. Vous avez un cours à l'école d'avocat. Exactement, mais à l'occasion de ce cycle à l'école d'avocat, je crois qu'on doit avoir 3 ou 4 prises de parole. On ne peut pas valablement et sérieusement préparer un avocat à la prise de parole en public, à la prise de parole judiciaire, grâce à 3 ou 4 prises de parole. C'est impossible. Et donc je pense que la lacune vient de là, c'est que la formation d'avocat ne permet pas véritablement d'appréhender l'exercice. Et ce qui m'a permis à moi et à d'autres de mieux appréhender l'exercice, ce sont les activités extra-universitaires au sein des associations d'éloquence, justement. Super, super. Et ça t'a permis derrière d'être plus à l'aise parce que tu t'étais entraîné à plus petite échelle, on va dire, avant. Exact. Tu as beaucoup aussi parlé déjà de cette confiance que tu avais
Elle te vient d'où cette confiance? Est-ce que c'est ta mère qui a joué un rôle important dans le fait de te dire: «Lis»? Est-ce que c'est l'école, les professeurs? Comment t'expliques qu'il y avait cette confiance qui était là assez tôt dans ton parcours? C'est essentiellement ma mère, c'est essentiellement, ma famille, mes oncles, mes tantes qui m'ont toujours, valorisé, qui m'ont toujours répété que j'étais un petit intelligent, que j'étais un petit qui était susceptible d'aller très loin. Qui sera président un jour? Parfois je l'ai entendu aussi et ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté et je pense que l'éducation a été centrale et ensuite, de manière plus concrète, le fait d'obtenir, de bons résultats à l'école, le fait, d'être complimenté parfois à l'école, le fait aussi d'être bon dans certaines disciplines sportives. Il y a eu l'éducation dans un premier temps et puis ensuite, j'ai eu quelques moments où ce que j'ai entendu au cours de mon éducation a pu être confirmé ci et là. C'est génial et cette confiance, elle t'a permis de sortir de cette zone de confort parce qu'à chaque fois, tu pouvais aller un peu plus loin. D'abord les cours d'éloquence dans le cadre de cette association et puis ensuite, ces plaidoiries que tu as été amené à faire et toujours continuer à aller plus loin, j'imagine, jusqu'à ouvrir ton propre cabinet. Je crois que c'est une pratique assez rare quand on est avocat que d'ouvrir son propre cabinet. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui, pour lequel tu as été critiqué? Alors, effectivement, c'est assez rare d'ouvrir son propre cabinet dès la sortie de l'école. En revanche, c'est, la trajectoire naturelle d'un avocat de finir par ouvrir son cabinet un jour, une fois qu'il a fait ses classes dans un cabinet d'avocats plus expérimenté. Donc oui, c'était assez singulier. J'ai pas été critiqué pour ça. En revanche, j'ai reçu en amont beaucoup de remarques, beaucoup de commentaires, toujours mus par la bienveillance, mais qui consistaient à me dire: «Mais c'est suicidaire, ne le fais pas, tu vas rater, tu vas échouer, Tu vas être tu es grillé trop aussi? jeune, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de réseau». Ça, je l'ai beaucoup entendu, mais ça venait toujours de personnes qui étaient animées de bonnes intentions envers moi. Et c'est assez difficile de composer avec ça, de voir autant de personnes, y compris nos plus proches, nous dire: «N'y va pas» et de surmonter tout ça. Et moi, j'ai décidé de le surmonter, pas parce que je suis surhumain, pas parce que, je suis, singulier. J'ai décidé de le surmonter parce que je l'ai fait dans un contexte très particulier. Je l'ai fait dans un contexte où le pays était confiné, on sortait du Covid et aucun cabinet, à ce moment-là, n'était susceptible de recruter. En tout cas, je n'avais pas de visibilité sur les recrutements à venir. Ah super intéressant, moi je pensais que tu étais vraiment très entrepreneurial. En fait, tu l'as fait Non, d'accord, j'ai en été guidé par circonstance. la nécessité. La nécessité. Il y a eu une part d'audace, mais il y a surtout eu une part de nécessité. C'est ça qui me conduit à le faire. J'avais eu, juste avant le Covid, j'avais eu des propositions, mais qui n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Et la nécessité, combinée au fait que la meilleure façon d'avoir une opportunité à la hauteur de mes attentes, c'était de la créer moi-même, deux facteurs combinés m'ont poussé à créer mon propre cabinet. C'est super intéressant. Et tu vois, pour revenir sur ce parcours de confiance, le sentiment que je vois, que j'ai aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces personnes brillantes comme tu es, lors de leur parcours scolaire, n'ont pas eu ce besoin de se mettre en avant. Souvent, je suis brillant, je reste un petit peu dans mon coin et c'est sur l'oral que ça peut pêcher. Ça pêche parce que je suis prisonnier de cette volonté de bien faire, de ce biais du premier de la classe. Je cherche le 20 sur 20 et de ce fait, je suis un bon élève mais je ne suis pas éloquent. Comment tu fais toi pour te départir ou en tout cas ne pas être piégé par ça? C'est-à-dire être à la fois brillant, scolairement, quand tu étais étudiant, et pour autant réussir à être bon à l'oral, ce qui demande une forme de liberté. Comment tu fais pour conjuguer cette liberté du leader, mais cette excellence du premier de la classe? C'est difficile à dire parce que ma personnalité, ma manière d'être, je ne l'ai pas véritablement conscientisée. Là, j'essaie de réfléchir à voix haute de manière rétrospective. Je pense que, quelque part, j'avais peut-être envie de prendre de la place, Ouais. de prendre la place que je méritais. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu être effacé. J'ai jamais voulu être discret, j'ai jamais voulu rester dans mon coin. Trop bien. Si j'avais la bonne réponse à une question, je voulais que le prof le sache. Quitte à ce que tu te fasses un peu brimer, oh là là, c'est Amir, tout, etc. Non, rien à Ça faire, me dérangeait j'avance. pas, Ouais, ça trop me bien. dérangeait pas. Ça me dérangeait pas et puis je pense qu'il y a autre chose, si je dois, approfondir davantage, peut-être, l'état d'esprit que je pouvais avoir à cette époque, c'est que, tu vois, physiquement, moi, j'ai toujours été, je le suis encore aujourd'hui, mais j'ai toujours été, petite taille Ok. et à l'époque, quand j'étais notamment en primaire, au collège ou au lycée, ça pouvait être un handicap, ça pouvait être une source de raillerie, ça pouvait être une source de critique et je reviens encore une fois à mon éducation. On m'a toujours dit que mon intelligence et ma personnalité permettraient de compenser, de contrebalancer cela et peut-être qu'il y avait une volonté chez moi de dire:
Je suis petit, certes, mais j'ai des qualités à revendre. C'est super intéressant. À tel point que je pense que très rapidement, dans l'esprit de beaucoup de gens, ça passait au second plan alors que c'est la première chose qu'on voyait et qu'on voit encore. Donc prendre de la place autrement que physiquement. Et être reconnu dans l'espace autrement que comme quelqu'un qui est plus petit de taille que la moyenne, mais peut-être être reconnu pour l'éloquence qui la tienne et pour Pour cette l'intelligence. qualité humaine, exactement. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Donc c'est super. Donc quelque part, prendre de la place, c'était ta façon à toi de ne pas être. Réductible à ça. Ouais, ouais, c'est super. Et ça peut aussi expliquer cet intérêt pour l'éloquence. Une façon de briller aux yeux des autres, d'être vu autrement que pour sa taille ou pour son origine. On aura l'occasion d'en Je parler. pense qu'à ce moment-là, non, il y a juste, pour le coup, quand je commence à pratiquer l'oratoire, c'est juste que je trouve ça magnifique. Je vois des avocats plaider, je vois des candidats à ces concours plaider, je trouve ça magnifique, je trouve ça inspirant, je trouve ça intelligent et j'ai envie de savoir faire ça. Comme un sportif qui verrait son idole sur le terrain et qui voudrait reproduire la même chose techniquement. C'est top. C'est l'esthétique d'abord qui m'attire. Ah, donc il y a une sensibilité et moi je me reconnais aussi dans ce que tu dis avec waouh, cette capacité à avoir des frissons quand on voit des gens parler, Exactement. les mots justes, mais comment il fait, c'est incroyable. Tu sais, c'est comme si c'était plus un être humain qu'on a face à nous, mais c'est Exactement. un dieu, tu disais tout à C'est l'heure. ça, j'ai l'impression de voir des dieux vivants de l'art oratoire et j'ai envie de devenir un demi-dieu. C'est top. C'est top. Et t'écoutant, je repense à la couverture d'un livre que je vais te décrire, sur laquelle on voit 50 poissons bleus et au milieu un poisson orange qui se met en avant, qui ne se met pas sur le côté. Le bouquin s'appelle L'art du charisme. Est-ce que cette différence qui est la tienne, tu parlais de la taille, mais moi j'aimerais plutôt aller sur le terrain des origines. Tu es comorien en tout cas d'origine. Exact. Comment tu la gères cette différence? Est-ce que ça te pousse à faire comme ce poisson orange ou est-ce que tu la gères autrement? En fait, je pense qu'on peut faire le parallèle avec la taille. C'est-à-dire que, encore une fois, mon éducation m'a permis finalement de ne jamais m'imposer, de me fixer des limites en raison de ma couleur de peau, en raison de mes origines. On m'a toujours dit, certes, le racisme, ça existe, les discriminations, ça existe, mais si tu es excellent dans ce que tu fais, si tu es brillant dans ce que tu fais, si tu travailles, eh bien pour toi, il n'y aura pas de sujet. Il n'y aura aucune possibilité de te discriminer. Toutes les portes te seront ouvertes. Pas parce qu'on va t'aimer, pas parce qu'on va t'apprécier nécessairement, mais parce qu'on sera contraint de te respecter, de respecter la compétence, de respecter l'intelligence, de respecter l'excellence. C'est top. Excellence que tu incarnes au quotidien et que tu cherches, j'imagine, toujours plus à développer. Exactement, Super. exactement. C'est super. Et là, on a parlé du Amir plus jeune et tu, j'ose le dire, tombes amoureux de l'éloquence au contact de ces gens très éloquents. Comment tu te formes, toi? Est-ce que tu prends des cours par ailleurs? Est-ce que tu regardes des vidéos? Est-ce que tu demandes des conseils à des personnes? Comment tu développes ça? La première source, je pense, de formation, ça a été une formation par mimétisme, si j'ose dire. Je suis allé voir des procès, je suis allé voir des plaidoiries et j'ai essayé de piocher chez l'un, chez l'autre, les figures de style, la posture physique, le caractère incisif de la plaidoirie, le regard, la gestuelle. J'ai essayé de piocher chez chacun des plaideurs, des excellents plaideurs que j'avais eu l'occasion de voir. Ça a été la première source de formation. Ensuite, la seconde et principale source de formation, ça a été l'exercice. Pendant des années, entre ma première année de droit, je dirais, et ma 5e année de droit, j'ai participé à des ateliers qui étaient organisés dans mon université d'art oratoire où on faisait des exercices toutes les semaines, d'improvisation, de débat, de discours. C'est comme ça que je me suis et je pense que, contrairement à ce qu'on croit, bien sûr que le talent inné, ça compte et que ça peut faciliter les choses, mais ce qui permet de devenir un excellent plaideur, c'est la pratique. C'est la pratique. La pratique en situation, j'imagine, Exactement, parce que en situation, c'est-à-dire, on vous met devant un auditoire, devant une salle et vous faites un exercice d'improvisation, vous faites un exercice d'argumentation, vous déclamez un discours, c'est tout ça. Moi, j'ai pu me familiariser avec toutes les formes d'éloquence, toutes les formes d'exercice. J'ai fait de la plaidoirie, j'ai fait du discours, j'ai fait du débat parlementaire fictif, j'ai fait du procès fictif, j'ai fait évidemment de l'éloquence judiciaire, j'ai fait, je pense, toutes les formes de plaidoirie possibles, toutes les formes, pardon, d'éloquence possibles. et pour lesquels tu as été primé, hein, on le disait, champion du monde, vice-champion du monde de débat, me Exact, semble-t-il. Concours Lysia, c'est un concours où la prise de parole se fait en solo, entre guillemets, exact, devant un public. exact.
par rapport à tout ça, est-ce que les ressorts que tu utilisais dans le cadre de ces concours d'éloquence, dans le cadre de ces entraînements, sont les mêmes que ceux que tu utilises aujourd'hui en tant qu'avocat, notamment quand tu es amené à plaider? Alors, je pense qu'il y a un socle qui est commun à toute prise de parole. Le premier, c'est la prise en compte de son auditoire, la prise en compte du contexte. Il faut s'adapter à son auditoire, à la personne ou aux personnes qui nous écoutent. Le deuxième, c'est cette volonté, cette exigence d'authenticité. Un discours qui n'est pas authentique, un discours qui n'est pas sincère, c'est un discours qui ne sera pas convaincant. À quoi tu vois, toi, cette authenticité? Parce que tu sais, souvent, on se dit, il faut être naturel. Je pense que tu fais une distinction entre les deux. Comment tu l'appréhendes? Comment tu la vois? Déjà, ne pas excessivement théâtraliser sa prise de parole, Eh ouais. premièrement. Deuxièmement, ne pas employer de manière trop régulière des figures de style. Ne pas citer trop d'auteurs. Ne pas donner le sentiment que c'est pas notre style, c'est pas notre manière de plaider. C'est toutes ces petites choses-là. Et puis le dernier point, c'est aussi, je pense, d'être convaincu par ce qu'on dit. C'est en étant convaincu qu'on devient convaincant, ou à tout le moins, en paraissant convaincu qu'on devient convaincant. Mais il vaut mieux être convaincu que paraître convaincu. Et c'est un rappel indispensable. Tu sais, moi, quand tu dis ça, je vois tout de suite dans ma tête Valérie Pécresse, discours de 2022 dans le cadre des élections présidentielles, ce discours qui a été beaucoup raillé et qui était pour beaucoup responsable du score qu'a fait le parti par la suite. Un discours très emprunté où on a quelqu'un qui n'est pas du tout congruent, qui fait des gestes alors que elle n'est pas naturellement amenée à en faire. Je crois que c'est un exemple terrible et tu dois en voir en tant qu'avocat des personnes qui, sous la pression, sous l'enjeu, face à l'enjeu, en font trop, mais en faisant trop, finalement, paraissent, peu authentiques Exactement. et au final, on ne croit Parfois, pas. faire moins, c'est faire mieux. Ah, c'est top. C'est top. Toi, ça t'est déjà arrivé parce que tu as une expérience poussée de l'art oratoire, que ce soit dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Pour connecter, au amir, au-delà de l'avocat, ça t'est déjà arrivé de, pardon de le dire aussi simplement, foirer une plaidoirie ou de passer à côté ou d'être dépassé par l'émotion, le stress? Ce sont des choses que tu as déjà vécues? C'est très difficile. C'est une question intéressante, mais c'est très difficile parce que j'ai très peu de recul sur mes plaidoiries. Et pour être honnête, j'ai toujours le sentiment qu'elles sont imparfaites. Car par essence, je crois qu'une prise de parole ne peut pas être parfaite. Il y a toujours une tournure qu'on aurait pu mieux amener, un mot sur lequel on aurait pu insister, un élément de fond qu'on aurait pu mieux souligner. Et quand on a cette exigence d'excellence et cette volonté de défendre de la meilleure des manières les intérêts de son client, on se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. Donc honnêtement, j'ai toujours le sentiment que j'aurais pu mieux faire. En revanche, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir totalement foiré une plaidoirie. C'est peut-être le cas, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais c'est un sentiment, là, pour le coup, là, c'est vraiment ma question. Ce sentiment de se dire: «Ah» et c'est pas le sentiment, là, tu me dis que Non, non, d'avoir totalement foiré, non. Et je crois que quand on connaît bien son dossier, quand on connaît bien le fond du dossier, une plaidoirie ne peut jamais être véritablement ratée parce que bien que la forme soit importante et qu'elle soit au service du fond, le fond reste quand même central dans une plaidoirie, contrairement à ce qu'on peut penser. Il ne suffit pas d'un bon mot, d'une belle citation, d'une belle figure de style. Ce qui va convaincre des juges, a fortiori lorsqu'ils sont des magistrats professionnels, c'est la qualité de l'argumentation, la qualité du fond. Et donc, si le fond est là, en général, on peut emporter la conviction, même si il y aurait eu des choses à revoir d'un point de vue oratoire et rhétorique. c'est intéressant, hein, parce que là, moi, je vais revenir sur ce que tu as dit au début de ta réponse. Tu regrettes de ne pas réussir à avoir la prise de parole parfaite. Tu dis: «Ne peut pas être parfaite» et je me suis dit: «Est-ce que c'est ne peut pas ou est-ce que c'est ne doit pas?» Dit autrement, est-ce que tu ne penses pas que parfois, face à la perfection, on a un moment de recul, c'est trop parfait pour être vrai, Peut-être que l'authenticité est dans l'imperfection finalement. ce qui ferait qu'au final, à vouloir être trop excellent, parfois on peut avoir un effet Peut-être, contre-productif, tu penses? Peut-être. peut-être, et c'est d'ailleurs, je pense, l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours refusé, et c'était le cas d'ailleurs à l'époque où je participais à des concours d'éloquence, d'écrire mes plaidoiries. Ah, c'est trop bien ça. J'écris les grandes idées, mais finalement, j'improvise, ou plutôt je me prépare à improviser. Mes plaidoiries, je les conçois comme des improvisations préparées. C'est génial. Là, c'est super important parce que tu ouvres la boîte noire de la préparation. Encore aujourd'hui,
tu n'écris pas tout, donc tu vas à Jamais. rebours de ce que l'école nous a préparé, conditionné à faire, à savoir apprendre par cœur quand on passe au tableau. Pour toi, c'est contre-productif de faire ça? Jamais. Pour moi, la plaidoirie écrite et préparée, c'est de l'anti-discours, c'est de l'anti-éloquence. Parce que si vous écrivez votre plaidoirie, non seulement vous n'allez pas vous adapter au contexte, vous n'allez pas vous adapter aux circonstances et à votre auditoire, à ce qu'il peut se passer le jour de l'audience, mais surtout vous risquez de lire et d'avoir un discours qui n'est pas incarné, Oui, mais qui ami, n'est pas attends, engagé. on joue peut-être la vie d'une personne, son destin. Est-ce que c'est pas si peu sérieux au fond que de ne pas préparer, de ne pas apprendre par cœur? Non, parce que je n'apprends pas par cœur ma plaidoirie, mais le dossier, le fond du dossier, les idées, je les connais par cœur. C'est la manière de les amener qui n'est pas préparée. Mais je connais chaque recoin du dossier précisément au mot près. En revanche, je ne sais pas quelle va être la première phase, la première phrase, la deuxième, la troisième, la dernière. Ou à tout le moins, je peux préparer la première et la dernière, mais entre les deux, je ne sais pas comment je vais amener mes idées. Mais les idées, elles sont prêtes, je les connais par cœur. C'est trop bien. C'est trop bien parce que là, je pense que la boîte que tu ouvres, c'est celle de la différence entre l'acteur et l'orateur. L'acteur qui connaît son texte par cœur, qui recrache, pardon de le dire aussi simplement, à un public envie de la matière morte, et l'orateur qui co-construit avec lui. J'ai le sentiment que les gens ne sont pas si sensibles que ça à la différence entre l'acteur et l'orateur, et que dans des concours d'éloquence, peut-être dans ceux dans lesquels on a pu participer en tant que jury, on a tendance à primer l'acteur, celui qui a appris par cœur, au détriment de l'orateur. Est-ce que dans le cas d'une plaidoirie, c'est aussi le sentiment que tu as ou non? Les juges ne sont pas dupes, ils sentent quand c'est appris par cœur et donc ça a moins d'efficacité? En fait, les juges, leurs critères, c'est pas qui a appris par cœur et qui n'a pas appris par cœur. Leurs critères, c'est qui est convaincant. Et je pense que la meilleure manière d'être convaincant, c'est de ne pas apprendre un discours par cœur. Mais peut-être que nombre de confrères ont réussi à convaincre des juges qui n'ont pas décelé qu'ils récitaient quelque chose ou qu'ils l'ont décelé, mais que ça n'a pas empêché de donner une décision qui allait dans leur sens. Je ne dis pas que ça ne permet pas d'obtenir une décision de justice favorable, mais je dis juste que si on veut mettre toutes les chances de son côté, et si on veut vraiment être un avocat, on n'apprend pas par cœur sa plaidoirie. C'est top, hein. Parce que moi, ce que tu dis, tu vois, d'un point de vue conceptuel, la différence que je me fais, c'est que les gens qui apprennent par cœur, pour moi, ils préparent leur prise de parole et ceux qui n'apprennent pas par cœur, ils s'entraînent à parler en public et c'est toute la différence entre se préparer pour un événement et s'entraîner à développer la compétence et dans le rapport que tu as avec l'exercice, je vois quelqu'un de très entraîné, très cohérent par rapport à ce qu'on se disait, par rapport à ces personnes qui se préparent pour l'événement. Tu sais, c'est un peu comme la personne qui prépare le bac, là, qui va être à fond, qui va l'avoir. 2 jours après, elle sait plus rien. Exact. Plus capable de gérer et de faire face à la difficulté. Donc c'est un peu dommage. Si tu veux parler en public avec confiance, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public et je te donne gratuitement le premier chapitre et tu peux le télécharger. Il va t'aider à décoller dans tes prises de parole. C'est une garantie. Je t'avoue que je ne vais pas le laisser indéfiniment, donc je t'invite à le télécharger maintenant, que ce soit dans le lien qui est dans la bio ou dans la vidéo. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Toi aujourd'hui, par rapport à cette préparation, cet entraînement, est-ce qu'il y a encore un plaisir qui est là quand tu dois monter sur scène face au jury dans d'autres situations? Bien sûr, je prends toujours énormément de plaisir et je pense que c'est l'un des exercices que je préfère en tant qu'avocat. Je trouve qu'il y a quelque chose de puissant dans cette idée de porter la voix de quelqu'un, de développer, de déployer un raisonnement, une argumentation, de choisir les bons mots, de choisir une formule percutante, d'aller toucher quelqu'un, séduire quelqu'un, convaincre quelqu'un. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a un sentiment quand même qui est de l'ordre de la... Oui, il y a un sentiment quand même de toute puissance intellectuelle, de toute puissance esthétique, de toute puissance même morale et humaine. Parfois, je trouve que ça concentre énormément de choses, une plaidoirie. C'est Ouais, de la même façon que tu l'as ressenti en écoutant ces grands avocats qui t'ont, exactement, exactement. Et tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai des réminiscences, j'ai des images et je ressens des choses, tu vois. et encore plus en étant celui qui fait ressentir des choses aux gens. Exact, C'est exact. top, c'est super intéressant et ça fait plaisir à voir là, ce plaisir Ouais. de la prise de parole qui est toujours là, malgré le temps et l'expérience qui, se développe et je me demandais, tiens, est-ce que tu as des rituels avant de parler en public, des petites choses que tu fais pour te préparer, te rassurer peut-être aussi? Non, honnêtement, j'aurais aimé en avoir parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça un peu romanesque d'avoir des rituels avant les plaidoiries et je pense que
une partie de mes sources d'inspiration avaient des rituels, mais pour ma part, j'en ai pas véritablement, si ce n'est que j'aime m'isoler quelques minutes avant, dans un endroit, silencieux. En général, je vais aux toilettes puisque au sein des tribunaux, il y a peu d'endroits parfaitement silencieux et cloisonnés. Mais en dehors de cette habitude-là, non, j'ai pas véritablement de rituel, ni de cravate fétiche, costume fétiche, non. OK. Et est-ce que tu as, parce que je pense que tu as plein de confrères qui ne sont pas aussi à l'aise que toi, qui te regardent impressionnés, j'ai envie de dire dans le mauvais sens du terme, en se disant: «Je ne serai jamais aussi à l'aise que lui et je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs je n'ai pas la confiance, j'y arriverai jamais». Je sais pas moi, si un confrère, une consoeur venait te voir et te demander des conseils pour être à l'aise comme tu l'es, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais que la première chose, c'est d'accepter le stress. On a souvent le sentiment quand on démarre l'art oratoire que stresser, c'est anormal et qu'il faut réussir à le chasser. Alors qu'en réalité, il faut composer avec. Si vous stressez, c'est que vous mesurez l'importance de votre prise de parole, l'importance de l'impact de votre prise de parole. Et ne pas stresser serait inquiétant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut absolument s'exercer au maximum. Il n'y a pas d'autre secret que la pratique. Vous pouvez aller lire des livres, Schopenhauer, vous pouvez aller lire L'art d'avoir toujours raison, lire aussi, il y avait un ouvrage, La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. Donc, ça peut être structurant, mais vous n'allez pas devenir de bons orateurs grâce aux livres. C'est la pratique qui va vous aider. Et donc, il faut soit aller s'inscrire dans des associations, soit peut-être prendre des cours avec des professeurs d'éloquence brillants, comme Nicolas Mel, par exemple. Sympa. Et puis sinon, je dirais la troisième chose, c'est aussi de réussir, je pense que c'est important de réussir à trouver son style. Savoir est-ce que vous êtes, il y a plusieurs formes d'éloquence. Il y a des personnes qui sont sur une éloquence très, conversationnelle, qui vont, pas forcément être très incarnées, très engagées, mais qui pour autant vont être très forts, très convaincants, très percutants. Il y en a qui vont être un peu plus théâtrales, il y en a qui vont prendre plus de la place physiquement, il y en a qui vont aimer, employer des figures de style, des phrases imagées. Je pense qu'il faut aussi trouver son style et qu'il faut surtout pas perdre de vue qu'on est avant tout avocat et ce qui compte, c'est la maîtrise du droit et la maîtrise des éléments du dossier. Donc quand vous maîtrisez votre dossier, a priori, vous allez maîtriser votre prise de parole. Et tu penses pas que ce que tu dis là, tu vois, pour le coup, moi je vois beaucoup d'avocats, mais c'est un biais évidemment, ceux qui viennent me voir sont ceux qui ne sont pas à l'aise, me disent: «Je maîtrise le fond à fond», peut-être même que je le maîtrise trop. Et c'est cette maîtrise, c'est cet escalier infini, hein, plus j'avance et plus je me rends compte que je pourrais en savoir plus, qui peut les perdre, qui peut mettre en difficulté ces personnes. Est-ce que toi tu comprends que certaines personnes, quand bien même elles sont super bonnes sur le fond, ne sont pas du tout à l'aise sur la forme et ont peur de ce delta entre les 2 ou pour toi non? Oui, parce qu'il y a ce biais, comme tu le disais, mais qui est finalement, partagé par tous les citoyens. La prise de parole en public, même si je crois que ça évolue un peu ces dernières années, est une source de stress, est une source, d'anxiété et même quand une personne maîtrise parfaitement un sujet, elle est, par définition, en général, mal à l'aise à l'idée de le présenter oralement devant un public, a fortiori lorsqu'il y a un enjeu humain, financier. Donc la seule manière de réussir peu à peu à vaincre ce biais, encore une fois, j'y reviens, c'est la pratique parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si difficile que cela et c'est pas si insurmontable que cela. C'est top, hein. Je suis totalement, aligné avec ce que tu dis, la mise en situation, la mise en pratique. Ça désacralise. Voilà, ça désacralise, ça nous permet d'avoir des victoires et toi, tu le disais tout à l'heure, ce sont les victoires que tu as eues, ces applaudissements, ces regards impressionnés que tu as dû voir, qui font aujourd'hui la confiance que tu as dans cette situation. Exact. Exact. Quand on a 18 ou 19 ans, qu'on a évidemment peur de prendre la parole en public et d'ailleurs les premières prises de parole, je me souviens, c'était lors du concours LISIAS et quand vous êtes dans les premiers tours du concours, il y a pas 100 ou 500 personnes dans la salle. Il y a 3 à 4 personnes et éventuellement, il y a 3 à 4 personnes qui sont les membres du jury et éventuellement 10 personnes derrière. Et en réalité, paradoxalement, ce sont les prises de parole les plus difficiles parce que vous sentez chacun des regards. Vous sentez chacun des regards peser sur vous et vous avez peur du jugement. Quand vous arrivez à surmonter ça, une fois, 2 fois, 3 fois et qu'ensuite vous arrivez à le faire devant un auditoire de 500 personnes, vous devenez invincible. Et la prise de parole devient une source de prise de confiance. C'est top, voilà, c'est top. Est-ce que tu te rappelles, pour qu'on connecte encore plus avec le profil éloquent qui est le tien,
ces craintes qui t'ont traversé l'esprit les premières fois. Je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur, je vais faire des erreurs, je suis pas à ma place. Est-ce qu'il y a eu des craintes comme ça ou il y avait déjà cette La confiance qui te première protégeait crainte, de c'est ça? celle du ridicule. OK. Tu avais peur d'être ridicule. Est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que je vais avoir l'air bête? Est-ce que je vais avoir l'air, de ne pas maîtriser ma plaidoirie? C'est la première crainte. La deuxième crainte, c'est celle du trou de mémoire. La troisième crainte, c'est celle de la défaite. En l'occurrence, quand il s'agit de concours de plaidoirie, ça m'a habité, longtemps évidemment. Mais ensuite, peu à peu, pierre après pierre, finalement, on arrive à se rendre compte que c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable et qu'on est capable. On est capable de le faire, on est capable d'être bon, on est capable d'exceller. C'est top, hein. C'est top. Il y a encore des restes de ce stress parfois avant de faire Tout le des temps. plaidoiries? Tout le temps? Tout le temps. Maintenant, le stress, il est tout le temps là parce que l'enjeu est tout le temps là. À partir du moment où on accorde de l'importance à son client, à son dossier et aux enjeux du dossier, on stresse forcément. Mais c'est un stress qui est là en filigrane, qui vient nous chatouiller un petit peu dans le bas du ventre, mais qui est loin d'être une source de paralysie, qui est loin de nous brider. Au contraire, c'est un stress qui est un moteur finalement. C'est lui qui va donner cette petite impulsion. Hop, il y a ce petit stress, on souffle et on débute la prise de parole et il disparaît. Dès l'instant où j'ai prononcé le premier mot, il se dissipe. Bah, c'est top et ce que tu dis, tu vois, me pousse à te dire que j'ai le sentiment, un peu comme le dit une experte en psychologie qui s'appelle Kelly McGonigal, que le stress est d'autant plus important qu'on le voit comme un ennemi et d'autant plus faible qu'on le voit comme un allié et la façon dont tu en parles, j'ai le sentiment que tu composes avec, tu ne cherches pas à Exactement, lutter et composant avec, tu n'en fais pas a big exact, deal of it, tu en fais une exactement. chose, C'est simple. l'instrument de mesure de l'importance de ma mission et de l'importance de ma prise de parole. Ma mission est grande, le stress sera grand et c'est tout à fait normal. C'est super, hein. Est-ce que tu es arrivé à un moment donné ça me faisait ça quand je faisais des concours d'éloquence aussi, à Sciences Po. Tu sais, quand je sentais ce petit stress-là, je crois que j'avais un petit côté bizarre, mais je commençais à être content. Tu sais, content de me dire: «Ah, c'est cool, donc c'est en train de monter et je vais y aller». Est-ce que toi aussi, tu as vécu ce Non, je moment ne où suis pas content de ressentir du stress, mais c'est vrai que ça fait partie d'un état global. Et ressentir cet état-là, évidemment que c'est agréable puisqu'on l'associe à la prise de parole, à la plaidoirie. Donc oui, quelque part, indirectement, j'apprécie ce stress, mais pas en lui-même, mais en tant que paramètre d'un ensemble plus global. je crois qu'on comprend bien ce que tu veux dire, à savoir, tu l'as associé à des moments heureux, de réussite, de plaisir aussi, avec l'éloquence. Tu parlais tout à l'heure de cette intelligence qu'on a soulignée chez toi quand tu étais étudiant et certainement qu'on continue de la souligner. Comment faire autrement? Quel lien tu fais aujourd'hui entre intelligence et éloquence? Est-ce que c'est plus simple pour les gens intelligents d'être éloquents ou pas? Non, je pense pas que ce soit nécessairement plus simple pour les gens intelligents. Je pense même qu'il y a des personnes qui sont tellement intelligentes et qui ont des idées tellement complexes, tellement élaborées parfois, qu'elles peuvent avoir du mal à les exprimer oralement, à les verbaliser. Donc non, l'intelligence n'est pas nécessairement la clé pour être éloquent. En revanche, je pense que, l'éloquence est la clé pour démontrer, pour révéler son intelligence. Parce que quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, quand on n'a pas l'habitude d'employer les bons mots, la bonne formule, peut-être que parfois on aura une parole qui n'est pas à la hauteur de notre intelligence et qui n'a pas l'impact que devrait avoir notre intelligence. Mmh. Et ouais, je vois très bien et est-ce que parfois tu t'en sers de ça? C'est-à-dire, tu sais que bien parler va conférer l'impression au moins de l'intelligence. Est-ce que pour toi, bien parler t'aide à bénéficier de l'effet de halo, donc d'être bien vu et d'avoir d'autres opportunités par ailleurs, professionnelles ou personnelles? Je pense que c'est global. Je pense qu'il y a la prise de parole, il y a l'apparence, il y a le vêtement, il y a le costume, il y a beaucoup de choses qui peuvent faciliter finalement l'accès à certaines choses dans la vie. Mais, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de situations de la vie quotidienne où ma manière de parler, ma manière d'amener les choses a pu, je pense par exemple à des situations où, ça peut être, je me souviens par exemple à l'époque, j'étais en première ou deuxième année
on était une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants, on devait acheter 80 ou 90 pizzas et la pizzeria nous avait dit non, c'est une commande trop importante. Et j'avais réussi non seulement à les convaincre de faire ces pizzas-là, et j'avais réussi à négocier une remise. Et je me souviens que le pizzaiolo m'avait dit: «Ah, tu t'exprimes vraiment très bien, c'est pour ça que j'ai accepté». C'est fou. Donc ça, c'est une anecdote vraiment, légère, mais c'est vraiment des moments comme ça. Je me souviens également, étant jeune, j'avais raté un train et j'avais menti au contrôleur. J'avais dit que c'était le mariage de ma sœur et que je pouvais pas ne pas prendre le suivant, même si j'avais pas le billet correspondant puisque j'avais raté le premier train. Et je sais que là encore, ce qui m'avait aidé, c'était l'art oratoire. T'étais bien habillé déjà? Enfin, t'avais ce souci du style Je pense vestimentaire? pas que j'étais en costume à ce OK, OK. moment-là, mais je pense que j'étais tout de même bien habillé. Et là encore, c'était, l'éloquence qui m'avait aidé. Je pense qu'il y a plein de situations comme ça de la vie quotidienne où l'éloquence, mais pas l'éloquence au sens on n'est pas dans la production de discours non Ouais, plus, je vois ce que tu veux dire. mais la manière d'amener les choses, la sensibilité, la prise en compte de l'autre, de ce qu'attend l'autre, oralement, peut finalement, nous aider. Ouais, une forme de séduction, hein, on peut oser le Exact, terme, exact, dans exact, l'échange. exact. Et aujourd'hui, tu vois, par rapport à cette tenue, ce vêtement, est-ce qu'il participe de ton éloquence? Je pense que oui. Je pense que alors, faut savoir qu'au tribunal, nous sommes en robe. Au tribunal, on peut voir la chemise dépassée, on peut voir la cravate dépassée, on peut voir les chaussures. En revanche, on ne voit pas le costume. Mais déjà, la paire de chaussures et le haut peuvent en dire long, en tout cas du point de vue d'un juge. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, quand j'ai commencé l'art oratoire, on m'a tout de suite dit que la première chose que qui allait être perceptible pour l'auditoire, ça allait être ma tenue. Avant même que je prononce le premier mot, on allait voir ma tenue et donc on m'a incité à porter un costume au cours des concours d'éloquence et c'est la raison pour laquelle on constate, qu'à l'ISIAS ou dans d'autres concours d'éloquence, tout le monde est en costume. Parce que le costume et le vêtement de façon générale, ça marque ça marque une certaine autorité, ça marque une certaine crédibilité, ça marque aussi une certaine esthétique et je pense, malheureusement ou heureusement, que l'être humain a des biais et qu'à discours égal, celui qui sera en costume, un costume bien taillé, joli costume, sera plus convaincant que celui qui sera en jean, t-shirt. Et je pense, au-delà même du fait de convaincre, je pense que, étant donné qu'il sera plus agréable à regarder, on aura plus envie de l'écouter. Et voilà, justement, bah, allons-y sur ce côté plus agréable. Est-ce que la beauté physique, osons-le dire, le soi, porté à ce qu'on est au-delà de la tenue, sur le terrain judiciaire, mais par ailleurs, tu parlais de séduction, est-ce que ça joue aussi dans l'art oratoire selon toi? Bon, déjà, je pense que la beauté, évidemment, c'est subjectif. L'apparence globale doit avoir une influence, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être physiquement beau pour renvoyer une image esthétique, pour envoyer une image belle. C'est-à-dire que si vous avez un beau costume, que vous prenez soin de vous, que vous avez une coupe de cheveux, une bonne coupe de cheveux, que vous prenez soin de votre peau, par exemple, que vous sentez bon, même si vous n'êtes pas physiquement beau, que vous n'êtes pas naturellement avantagé, l'apparence que vous allez renvoyer sera belle. Et donc, peut-être que ça aura autant, voire plus d'impact que si vous étiez physiquement beau. Mais j'ai aussi entendu très souvent, alors moins dans le cadre des concours d'éloquence ou dans le cadre de l'avocature que dans le cadre de films ou de pièces de théâtre, des personnes dire que j'ai entendu cette phrase souvent: «Ah, toi, tu es trop beau», pas à mon égard, mais à l'égard d'autres personnes: «Ah non, toi, tu es trop beau pour être acteur. Tu es trop beau pour jouer ce rôle. Tu es trop beau pour être convaincant». Comme si la beauté pouvait aussi parfois être une source de distraction telle que l'auditoire ne se concentrera plus sur le discours. Et ben là, on va aller sur un terrain. Je suis toujours honnêtement un peu gêné d'aller sur ce terrain et en même temps, c'est une question qui me brûle les lèvres à chaque fois. J'ai un sentiment, certainement un biais, que quand on a des origines, en l'occurrence en France, souvent noires ou arabes ou d'autres, c'est comme s'il y avait un biais qui fait que il est nécessaire, pas très élégant la façon dont je le dis, mais de contrebalancer en faisant super important cette façon de s'habiller. Moi, je suis toujours très impressionné quand je vois des personnes très bien s'habiller et le sentiment que j'ai, c'est que les personnes qui ont des origines, qu'on dit issues de la diversité, font encore plus attention que les autres à leur tenue. C'est peut-être un biais que j'ai, mais en tout cas, je l'assume et j'en parle. Est-ce que si on va dans le sens de l'échange qu'on est en train d'avoir, il faudrait être encore plus attentif à sa tenue et aux soins
quand on est noir, quand on est arabe, quand on est ce qu'on veut, dans un monde, bref, quand on est représentant de fait d'une minorité? Là encore, je suis tiraillé parce que imposer à une personne noire, par exemple, de s'habiller en costume quelque part pour contrebalancer les préjugés, les idées reçues, est-ce que c'est pas quelque part venir donner de l'eau à ce moulin Elle le ferait inconsciemment, bien sûr, hein, des personne ne lui imposerait, personnes mais qui justement ne s'attendent pas à ça. Si on doit s'habiller en costume pour contrebalancer, pour contrecarrer des idées reçues, je pense qu'il y a un problème puisque ça revient quelque part à aller dans le sens, à donner du crédit à ces personnes-là. Donc ça, c'est le premier pan de ma réflexion. Et en même temps, je le sais, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'un confrère, Seydiba, que tu vas recevoir dans ton podcast, qui disait que dès lors qu'il n'était pas en costume, qu'il allait en maison d'arrêt ou parfois au tribunal, on le prenait pour un prévenu, on le prenait pour un criminel, un délinquant. Parfois même en costume, on ne le prend pas pour un avocat, mais on le prend pour un interprète. Et donc, peut-être que malheureusement, il y a cette nécessité qui ne devrait pas exister pour certains, mais moi, c'est pas comme ça que je le perçois et c'est pas pour contrebalancer ma couleur que je le fais, de s'habiller en costume pour remettre en cause, pour contrebalancer ce biais. les idées reçues, les biais, euh, les préjugés. Mais moi, c'est pas comme ça que je le perçois. Je pense que j'ai un autre biais qui est celui de mon apparence, mais au sens plus large. Moi, je suis quelqu'un qui fait très jeune, on me le dit souvent, et j'ai toujours fait moins que mon âge. Et donc, je sais que même avec un costume, je fais moins que mon âge, mais si je ne le porte pas, au-delà du fait que d'un point de vue esthétique, j'apprécie beaucoup les costumes, je sais que c'est une manière aussi de renforcer ma crédibilité. Peut-être qu'aux yeux de certains clients, aux yeux de certains prospects, si je ne les recevais pas en costume, je paraîtrais encore plus jeune que je ne le suis et peut-être ils ne me donneraient pas leur confiance. Intéressant. Tu vois, je te rejoins beaucoup sur la réflexion que tu viens d'avoir, parce que pareil, de manière consciente, c'est un plaisir avant d'être un devoir ou une Exact. volonté de changer les biais. À la limite, je sais que ça influence la perception de l'autre. Ce que je sais surtout, c'est que ça influence la perception que j'ai de moi et que je me sens encore plus en confiance, etc. Mais peut-être que cette partie inconsciente est là pour montrer une certaine image et donc essayer de casser certains biais. Notamment quand j'ai commencé mes premières vidéos, je les faisais pas du tout en costume, je les faisais en t-shirt. Et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, je le voyais aux commentaires, c'est qu'on se permettait plus, un peu ce que tu disais, cette jeunesse, on se permettait plus avec moi dans les commentaires, et cetera, que dès lors que j'ai commencé à faire ces vidéos en costume, j'ai senti que le respect s'imposait un peu plus Mais facilement. même dans la vie de tous les jours, Ouais. honnêtement, moi, parfois dans des situations à la gare, à l'aéroport, les gens ne te parlent pas de la même manière. Les gens ne te parlent pas de la même manière quand tu es en costume et que tu n'es pas en costume. Les gens partent du principe que si tu portes un costume, a priori, tu es quelqu'un de plus respectable. Et c'est un biais qu'il faut combattre. Mais c'est ainsi que raisonnent beaucoup de personnes. Carrément, carrément. Je me demandais si on t'enlève l'art oratoire, Amir, on t'enlève les prix que tu as gagnés, les concours auxquels tu as participé, les associations dans lesquelles tu t'es engagé. Si on fait de toi ce que beaucoup de tes confrères, consoeurs ont été, à savoir un avocat qui a fait l'école d'avocat, qui a passé le CRFPA, mais qui n'a pas du tout été dans cette logique art oratoire, t'en serais où aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait différent? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ce qui serait différent, déjà peut-être que j'aurais jamais osé créer mon cabinet tout de suite. J'aurais pas eu suffisamment confiance en moi, en dépit de la nécessité qui s'imposait quelque part à moi. J'aurais pas eu suffisamment confiance pour créer ce cabinet dès la sortie de l'école. Ah, c'est top. Je pense aussi que j'aurais peut-être pas eu suffisamment confiance en moi pour accepter certains dossiers à forts enjeux humains et financiers dès le début de ma carrière. Je pense que j'aurais été moins audacieux en tant qu'avocat. Je pense que j'aurais peut-être remporté moins de victoires judiciaires. Peut-être que l'issue de certaines négociations aurait été plus défavorable à mes clients. Peut-être que certains confrères plus expérimentés auraient réussi plus facilement à me moucher. En fait, c'est mon rapport au monde, mon rapport aux autres, mon rapport à ce métier, mon rapport à moi-même qui aurait été totalement bousculé. C'est top. Et si tu avais fait du théâtre, je crois que tu n'as pas fait de théâtre, hein, Non. dans ton parcours, est-ce que tu penses que tu aurais pu bénéficier
des mêmes atouts que ceux que tu as aujourd'hui? Non, parce que la pièce de théâtre, on a un texte, on apprend, on récite. La prise de parole en public, la plaidoirie, le discours, c'est un saut dans le vide. Pas de répétition. On peut répéter un petit peu en amont, mais il y a pas de différentes prises. On arrive, on prend la parole une fois, on convainc ou on ne convainc pas et c'est terminé. C'est fou, hein? C'est fou parce que tu mets des mots sur le sentiment que j'ai, à savoir, ce qui semble être une activité annexe à côté, a tellement fait dévier la trajectoire, voire même a créé une trajectoire insoupçonnée. Et parfois, tu vois, je tremble en me disant, mais heureusement que j'ai été mal à l'aise, que j'ai dû traver sur un laboratoire, sinon je ferais un métier que je n'aime pas du tout. Je ne veux pas être stigmatisant, mais j'aurais certainement été, au sortir de Sciences Po, consultant, un métier dans lequel je ne me serais pas du tout épanoui, le burn-out s'arrivait très vite, etc., etc. Et donc je me dis, c'est une chance. Et en même temps, en t'écoutant, est-ce que c'est vraiment une chance? Il y a des choses qui t'ont peut-être prédestiné à cet laboratoire. En tout cas, ça a été des rencontres Bien sûr, bien sûr. avec des gens qui t'ont inspiré et derrière une croyance en... Des rencontres et des profs qui nous ont dit: «Allez faire des concours d'éloquence». Mais il y en a peu qui ont suivi cette instruction, ce conseil des profs. Il y en a beaucoup, on regarde, hein, en fac de droit, on est des milliers. Au premier tour d'un concours LISAS, on est peut-être, 150 maximum. On est, une fraction infinitésimale des étudiants à faire ces concours-là. Ça a un peu évolué parce que, je pense quand même qu'à un moment, c'est devenu une mode, mais à l'époque, il y avait très peu d'étudiants qui se lançaient. C'est ça. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, je suis avocat, je suis déjà bien en place ou dans mon activité professionnelle, est-ce que c'est pas trop tard? J'ai envie de dire, la trajectoire, elle s'est faite au moment des études. Si je veux me former maintenant pour essayer d'avoir un petit peu du parcours qui est le tien, est-ce que c'est pas trop tard, C'est Amir? jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour apprendre dans la vie. On parle d'art oratoire ou d'autres sujets, il n'est jamais trop tard. Évidemment, je pense que c'est juste que quand on prend de l'âge, moi je le vois avec certaines disciplines sportives, j'ai du mal à repartir à zéro parce que on se dit: «Bon, j'ai 30 ans, commencer quelque chose à zéro, ça peut être compliqué pour l'ego». Mais une fois qu'on met de côté l'ego, il faut y aller. Si vous pouvez vous perfectionner dans un domaine, il faut y aller. Moi là, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'oratoire, mais Ouais. je suis pas assez satisfait de mon niveau d'anglais. Notamment parce que j'aspire, je pense que c'est impossible, mais j'aspire un jour à être aussi éloquent en anglais qu'en français. Là, j'ai pris la décision de prendre des cours d'anglais à 30 ans. Pas pour apprendre du vocabulaire de base, pas pour apprendre de la conjugaison, pour avoir un anglais qui est à la hauteur de mes ambitions. Amir, faut avoir le temps. Moi, j'ai des enfants à gérer, j'ai Je plein de sais. trucs à faire. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit: «Moi, j'ai pas le temps, c'est trop tard, fallait le faire avant, moi, Je pense que c'est le pas pour temps, ça moi». se trouve. Je pense qu'il Ouais, c'est ça. y a plein de micro-moments où on passe malheureusement du temps à faire autre chose et si on fait la somme de ce micro-moment, eh bien, on arrive à libérer 1 heure ou 2 par semaine pour se consacrer à cette nouvelle activité-là dans laquelle on veut se perfectionner. Totalement aligné et on retrouve cette logique de l'excellence, cette logique de l'ambition qui, transpire de ton parcours et de ce que tu dis. Merci. Et je voulais aussi qu'on revienne sur ce qui nous a permis de nous rencontrer. Tu sais, c'était, dans le cadre, de ce concours d'éloquence qui est organisé par Mustapha qu'on salue, qui est, un élu de la ville de Cergy, super impliqué dans sa ville et qui a organisé pour la 3e année, il me semble, cette année, le concours d'éloquence intercollège. Parce qu'il a bien senti tout ce qu'on est en train de se dire dès maintenant, l'importance de l'éloquence. Très Exact. tôt, la confiance gagnée dans ses réussites et même dans ses participations. Tu vois, cette année, j'y suis encore retourné, c'était un concours, qui devient, super important dans la ville. Tu as les affiches partout, les gens pleuraient parce qu'ils ont pas gagné, enfin, c'est fou, quoi. Pardon, il y a une précision que je voulais faire, Je que t'en j'ai prie. oublié de faire tout à l'heure, parce que tu m'as demandé: «Qui serais-tu et où en serais-tu aujourd'hui Ouais, sans l'éloquence?» J'ai oublié de préciser une chose qui est fondamentale, c'est que tous mes premiers stages, je les ai décrochés grâce à des concours ouais, c'est d'éloquence. génial. J'avais aucun réseau et j'ai été recruté par des avocats qui ont siégé dans des jurys de concours d'éloquence auxquels je participais. Donc c'est pour dire à quel point ça a été un accélérateur, dans ma vie personnelle et professionnelle. Merci de cette précision qui est super importante pour toutes ces personnes qui hésitent. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a dans mon CV? Qu'est-ce qui me manque? Cette compétence pour aller, ne serait-ce qu'oser, tu vois, aller en entretien. Moi, j'avais pas du tout confiance comme toi, tu l'as eu assez tôt et rien qu'aller me présenter en entretien, c'était déjà une horreur, C'est tu vois? ça, moi j'ai jamais eu peur des entretiens. Ouais, voilà. Les entretiens, c'était honnêtement, presque une promenade de santé. Quand tu as, plaidé devant, des auditoires, quand tu as participé à des concours d'éloquence, un entretien d'embauche, honnêtement, tu l'appréhendes de manière sereine. C'est top, hein. C'est top. Donc au final, c'est, une école de la vie à part entière. Exact, exact.
Et justement, en parlant d'école, revenons aux collégiens. Amir, quand tu regardes ces collégiens hyper inspirants, quand tu regardes de façon générale des avocats, des personnes s'exprimer, est-ce que tu as des critères, une observation particulière qui te permet de dire cette personne est éloquente ou au contraire, il y a des choses à parfaire? La première chose, alors c'est pas un élément qui relève de la forme Ouais. ou qui relève de la rhétorique, mais c'est la force des idées. La force des idées, la force de l'argumentation, c'est la matière première. La forme est au service du fond, pas l'inverse. La force des idées. Ensuite, le regard. Je suis très sensible au regard. Ok. Ensuite, la posture. Posture et regard, les deux sont liés. Et puis, ensuite, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, de l'inqualifiable, mais c'est la façon dont cette personne va réussir à me transporter ou pas. C'est intéressant ce dernier point parce que dans le domaine judiciaire, dans le domaine où l'enjeu, peut-être pas de vie ou de mort, mais quand même un enjeu En sur la vie de matière la pénale, du personne, moins, oui, voilà, parfois. c'est pas terrible finalement de se dire qu'il y a un je ne sais quoi qui explique que la personne va te mettre plus ou moins de bien sûr, il y a un cadre, mais Ce je ne sais quoi, c'est ma sensibilité en tant qu'être humain et en tant qu'amateur d'art oratoire. Dans l'esprit d'un juge, ce je ne sais quoi, il ne va pas peser ou très peu peser. Dans l'esprit d'un juge, d'un magistrat professionnel. Peut-être que dans l'esprit d'un juré, puisque en matière criminelle aux assises, il y a encore, même si c'est voué à disparaître, des jurés populaires, peut-être que ça pèse un peu plus, mais c'est pas sur cette base-là que la conviction va se forger. Ça, c'est un supplément d'âme finalement. Mais on ne donne pas raison à un avocat, on n'acquitte pas une personne, on ne relaxe pas une personne parce que l'avocat nous a transportés. Et ça, c'est souvent un biais que beaucoup de gens peuvent avoir, de jeunes étudiants, peut-être même de jeunes avocats, de penser que l'avocat, par son éloquence, par son bon mot, par sa bonne formule, il va inverser le cours d'un procès, le cours de l'histoire. Ce qui reste central dans un procès, ce sont les éléments du dossier, ce sont les arguments juridiques et factuels qui vont être déployés. Mais l'art oratoire, je dirais pas que il est au second plan, mais je dirais que l'art oratoire, la rhétorique, ça ne peut pas se substituer aux éléments de fond. Et donc, bien sûr qu'on a envie d'être transporté, mais on n'emporte pas la conviction en transportant. est-ce que si je résume ta pensée, peut-être que je l'exagère en disant ça, mais un bon avocat en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est surtout un bon auteur, quoi, quelqu'un qui a bien fait son travail de fond et la forme est facultative? Je dirais qu'elle est presque facultative. Ah ouais. Elle est presque facultative, bien que, encore une fois, en matière pénale, l'oralité, notamment aux assises, reste centrale. Mais pourquoi je dis qu'elle est presque facultative? Parce qu'au moment de la plaidoirie, l'essentiel du travail a déjà été fait. L'essentiel du travail a déjà été fait parce que le dossier a déjà été travaillé, le dossier a déjà été analysé, les questions ont déjà été échangées au cours de l'audience, les bonnes questions ont été posées aux témoins, aux victimes, aux accusés. Et la plaidoirie, elle est là presque pour venir se déposer à la fin sur le gâteau. C'est la cerise. Mais s'il n'y a pas de cerise, si le gâteau est consistant, l'issue peut quand même être favorable. Ouais, ça n'a pas changé le Et gâteau, quoi, hein, exactement. En fait, une bonne plaidoirie aux assises, c'est une plaidoirie au cours de laquelle on ne va rien apprendre de nouveau. Ça, je l'ai appris assez tard. La plaidoirie, si on devait prendre l'image d'un repas, c'est le café. Vous avez déjà pris l'entrée, vous avez pris le plat, vous avez pris le dessert. Le café, si vous ne le prenez pas, vous n'allez pas en souffrir. Et tu vois, je pense que si un confrère arrive à un procès surpréparé, qui connaît parfaitement son dossier, qui pose les bonnes questions, qu'il a les bons arguments, qu'il a les bonnes jurisprudences, même si sur le terrain purement oratoire et purement rhétorique, il n'est pas très bon, il a plus de chances, beaucoup plus de chances de connaître une issue favorable que si un confrère arrive à un dossier, qu'il ne connaît pas son dossier, qu'il n'a pas d'arguments solides, qu'il n'a pas d'arguments percutants, mais qu'il est un dieu de l'art oratoire. Attends, mais si tu me dis ça, moi j'ai envie de dire, autant y aller avec une certaine nonchalance. Moi, en général, le café, je le prends Non, pas parce après que le tu dois mettre toutes déjeuner. les chances de ton côté. D'accord. Donc on va le prendre le café quand même, quoi. Exact. OK. C'est toujours un moment agréable, le café à la fin du repas. Est-ce qu'on va se priver d'un moment agréable? Est-ce qu'on va se priver de ce bonus? Intéressant. Et le fait d'avoir cette vision, j'imagine, permet aussi d'y aller avec un peu plus de lâcher prise, notamment au regard de l'enjeu, comme on disait, de vie ou de mort dans Oui le et cadre. non. Parce que ça, c'est ce que moi je sais, Ouais. mais le client, lui, ne le sait pas.
Il ne le sait ni en matière pénale, ni ailleurs, en matière commerciale ou dans le cadre d'arbitrages internationaux. Pour lui, c'est le déjeuner, quoi. Pas pour lui, c'est le pas de résistance. C'est la seule chose qu'il va voir. Les centaines ou les 300 heures que tu as consacrées au dossier, ton client il ne le voit pas. Tout ce qu'il va voir, c'est la plaidoirie. Donc, si ta plaidoirie n'est pas bonne ou trop courte, il va te dire, mais maître, je comprends pas. Alors qu'en réalité, toi, parfois, notamment là, je parle surtout en matière commerciale, par exemple, on a tout consigné dans des écritures. On a déjà tout adressé au juge. Il a un mémoire, il a des pièces, il a tout. Et la plaidoirie, elle est là simplement pour donner un petit éclairage au juge. Mais si le client est présent dans la salle et qu'il ne t'entend pas plaider, il ne t'entend pas donner corps et âme, il ne t'entend pas t'engager, il aura le sentiment que tu as bâclé son dossier. Donc parfois, l'enjeu de la plaidoirie, c'est quelque part de tenir compte de la sensibilité et des attentes du client. Et le juge, il le sait ça. Il le sait parfois que on va plaider plus longuement, peut-être de manière un peu plus exagérée, parce que le client est là. Et le client, quelque part, il en veut pour son argent. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'impression de voir la prestation de l'avocat. Sauf que la prestation, c'était en amont en réalité, en général. Super intéressant, ça me fait beaucoup penser, tu sais, au billet. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est un billet qui fait que quand tu as un malade qui arrive, tu as la famille qui est là, il faut que vous le soigniez, docteur, aidez-le, etc. Le médecin ferait mieux parfois de ne pas intervenir, mais il va faire quelque chose pour montrer aux aidants, aux personnes autour de la victime, qu'il a essayé quelque chose. Tu vois, enfin, c'est comme s'il fallait qu'on montre le travail pour rassurer tout le monde. C'est ça, dans l'imaginaire collectif, le travail de l'avocat, c'est la plaidoirie. Si tu souhaites être à l'aise pour parler en public, j'ai créé une masterclass Comment parler en public avec confiance. Si parler en public est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je t'invite à regarder cette masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu trouves en ligne, les tutos YouTube. C'est une mine d'or sur la prise de parole qui t'attend. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la bio ou dans la description et profite à fond du contenu qui t'attend. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Et justement, en parlant de travail, tu vois, ça se voit chez toi, tu es un acharné du travail. Tu es quelqu'un qui met le travail au cœur et qui a dans sa vision de l'excellence certainement, en tout cas met une place de choix au travail. Est-ce qu'il faut être un acharné du travail pour aller vers l'éloquence ou est-ce que c'est plus un don, quand bien même on a parlé d'entraînement tout à l'heure? Non, je crois pas et ça dépend, quelle est votre visée. Que voulez-vous faire de cette éloquence? Si c'est pour devenir avocat, moi j'estime que le métier d'avocat, c'est quand même un métier exigeant, par ailleurs, au-delà des questions oratoires. Donc évidemment, il faut se préparer à beaucoup travailler ses dossiers. En revanche, en dehors de ça, si on veut juste s'exercer à l'oratoire, à la rhétorique, non, on n'a pas forcément besoin de devenir un bourreau de travail, pas du Mmh. tout. On peut faire des petits exercices ponctuels, on peut faire des concours de temps en temps, on peut faire des prises de parole ponctuelles. On n'a pas besoin de devenir un acharné du travail, pas du tout. Intéressant. Ah donc on peut être un peu plus, tranquille, on va Bien dire, sûr, tant qu'on est cadré à peu près par rapport bien sûr, bien sûr. à ça et là tu parles d'exercice. Est-ce que tu as un exercice, toi, qui t'a beaucoup aidé à être plus à l'aise ou je sais pas, une phrase qu'on t'a dite, une pensée qu'on t'a évoquée et qui t'a changé d'état d'esprit, de mindset, comme disent les Américains? Je pense l'un des exercices qui marchait, très, très bien à l'époque, c'est cet exercice où on te passe un objet, quel qu'il soit, en général, un objet qui a une valeur dérisoire, un stylo, une gomme et on te dit: «Tu dois vendre l'objet à ton auditoire» Ouais. et toi, tu dois faire preuve de créativité, tu dois, faire preuve d'imagination, tout en restant, crédible, intelligent, malin pour vendre cet objet à l'auditoire et ça, je trouve que c'est un excellent exercice pour se familiariser avec la prise de parole en public et après moi, je pense l'exercice qui m'a le plus structuré, c'est même pas, le discours ni la plaidoirie, au cours de l'ISIAS, ce sont les débats parlementaires fictifs. Tu as une motion, type: «Ce gouvernement voudrait rétablir la peine de mort». Tu as 2 équipes, composées de 4 orateurs et chaque équipe doit défendre sa position et cet exercice, j'ai trouvé que c'était un équilibre intéressant entre la préparation et l'improvisation. Parce qu'on a 1 heure en général pour préparer le sujet et ensuite, il faut être capable de répondre aux questions de l'équipe adverse, de réfuter les arguments adverses et je trouve que ça prépare assez bien à ce qu'est le métier d'avocat. Parce qu'on prépare son procès, on prépare les grandes idées sans écrire sa plaidoirie, mais il faut être capable de s'adapter à ce qui va être dit par le procureur, parce que le procureur, il envoie rarement ses arguments, à ce qui va être dit par la partie adverse, à ce qui va être dit par un témoin, aux questions du juge, parce que notamment, alors c'est un peu plus rare en matière pénale, beaucoup plus rare même, mais en matière commerciale, très souvent, ça peut se transformer en échange. Et donc, si on a préparé une plaidoirie et que le juge pose des questions auxquelles on n'est pas Ah, c'est préparé, bon. on va se décomposer.
Et donc, cet exercice, je trouve qu'il m'a beaucoup préparé à ça. C'est top. Ouais, la réfutation, hein, c'est vrai que les gens connaissent peu ce terme, mais c'est Réfutation, ouais. présenter les idées opposées, l'anti-message et l'objecter une fois que celui-ci a été évoqué par la partie Exactement. adverse. Et tu vois, là, ce que tu dis, ça me donne envie d'aller sur plein de terrains. Dans le cadre du débat, le public, ce sont les opposants. Bon, évidemment, il y a un public. Est-ce que toi, le regard qu'on porte sur toi, selon toi, c'est un regard plutôt positif? Est-ce que tu le prends en compte, ce regard du public, quand tu débats ou quand tu prends la parole, ou vraiment tu fais abstraction du truc et tu délivres ce que tu as prévu de dire ou ton impro? Ce qui est assez singulier dans la prise de parole, c'est qu'avant de prendre la parole, on n'a qu'une obsession, surtout au départ, quand on commence, c'est le regard des autres, Ouais. c'est le jugement des autres. Et quand on la débute, cette prise de parole, finalement, l'auditoire ne devient qu'une masse qu'on ne voit plus. On est tellement focalisé sur le discours que ça ne compte plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas convaincre, mais il n'y a plus de singularité. Il y a juste un ensemble qui, quelque part, est au second plan parce qu'on est focalisé sur le discours. Intéressant, pourtant tu disais Pour, que le regard, c'est important aussi, mais là, tu dis que voilà le enfin, quand il y a du monde, ouais, quand il y a du monde, mais pour autant, faut pas oublier, ça c'est important, faut pas oublier de venir, surtout quand il y a un jury ou quand il y a par exemple des juges, aller distribuer son regard de temps en temps, mais en fait, c'est un regard qui est là, mais qui quelque part, le regard est là, mais il y a presque pas d'interaction, c'est-à-dire que on est tellement dans le déploiement, dans le développement de ces idées qu'on n'a pas le temps de se demander à quoi pense le juge, à quoi pense le jury à ce moment-là. Non, on doit le convaincre. Bien sûr que on essaye de voir si ils sont réceptifs, s'ils sont sensibles, mais on est avant tout focalisé sur sa plaidoirie. c'est intéressant parce que tu vois, moi, quand j'étais super stressé avec le fait de parler en public, j'avais une vision un peu extrême de la chose en me disant: «Putain, une masse de gens, une foule, c'est énorme, une foule de gens qui me regardent, il y a trop de gens». Ouais, je comprends. Tu vois le truc? Et donc ce qui m'a aidé, c'était de me dire déjà de un, c'est pas moi qui suis regardé, c'est moi qui les regarde. Donc c'est un shift mental et de 2, c'était de me dire: «Je vais singulariser la relation». Je vois Amir dans le public, je vois une femme dans le public, je vois un jeune homme dans le public. Tu as vu? Et c'est comme si je recréais des Je micro-conversations. comprends. Et ce que tu dis, c'est que toi, tu te focuses plutôt sur le fond de l'information, qu'elle soit préparée, dans le sens Exact. imprimé, c'est pas ton cas, improvisée, pour maintenir la relation avec le public, en l'occurrence la foule de gens face à Exact. toi. Je suis tellement concentré et c'est peut-être d'ailleurs une lacune, c'est peut-être d'ailleurs un défaut. Je suis tellement focalisé parfois sur le fond que sur le fond et sur les idées que j'ai envie d'exprimer que j'ai le sentiment d'être seul dans la salle, seul devant l'auditoire. Après, je voulais rebondir sur un point par rapport à ce rapport à l'auditoire, c'est que moi, ce qu'on m'a appris pour me donner confiance en moi quand j'ai débuté l'oratoire, c'est que le biais de la plupart des personnes va être un biais bienveillant et que donc je n'ai pas à avoir peur du regard de l'autre parce que compte tenu du fait que l'autre ne se sent pas capable de faire, d'accomplir ce que je vais faire, eh bien le premier sentiment qu'il va avoir à mon égard, c'est plutôt de la bienveillance, voire de l'admiration et donc le jugement qui va s'exprimer, intérieurement ou extérieurement, ça va être un jugement positif. Donc n'aie pas peur du jugement, puisqu'a priori, il a de grandes chances d'être plutôt bienveillant et positif. Voilà, c'est Et top ça ça. permet aussi de mieux appréhender et de désacraliser la prise de parole en public quand on débute l'art oratoire. C'est super important, hein, parce que c'est toujours une question de relation et c'est top parce que là-dessus, on est aligné. Moi, je voulais t'amener là-dessus. Est-ce que pour toi, cette prise de parole, c'est un sport de combat, comme le dit un de tes confrères, ou est-ce que c'est plutôt un sport collectif, d'équipe? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais en tant qu'avocat, c'est le combat. C'est le combat et c'est la confrontation d'idées, l'adversité. Parfois, physiquement, j'ai presque les mêmes sensations que quand je suis à la boxe, hein. Vraiment, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Parce que ça vous porte, parce que ça vous pousse à aller le plus loin possible dans le raisonnement, dans l'engagement, dans le dans la manière d'argumenter. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du combat, bien sûr.
C'est intéressant parce que tu vois, dans mon métier, bon, ça peut m'arriver, notamment avec certains ministres, de travailler sur le débat. Et dans ce cas-là, effectivement, je vais les inviter à voir des lions en face, à se dire, OK, tu es face à un lion, mais Bien le plus sûr. gros lion, c'est toi. Et tu vas leur rentrer dedans, donc tu vas vraiment dans une énergie. Ce que je remarque souvent, c'est que les gens qui sont stressés voient des lions là où ils devraient plutôt voir des vétérinaires. Tu as vu des gens qui voient de la Mmh. bienveillance. Et vu qu'ils voient des lions, il se passe plein de choses à cause de ça. La première, c'est que je ne vais pas montrer ma vulnérabilité. Parce que si un lion voit que je suis blessé, il va me dévorer. Donc il y a cette peur de montrer qui on est, Bien qui sûr. prive de l'authenticité et donc qui pousse ces gens à être dans une posture, souvent, j'appelle ça le monsieur parfait. Il faut que ce soit parfait alors qu'à l'intérieur, c'est la chienlit, c'est vraiment beaucoup de stress. Mais ils vont quand même jouer à monsieur madame parfait. Est-ce que tu penses que, en même temps, tu l'as dit, ça dépend des contextes. Donc il y a des contextes dans lesquels tu assumes de jouer à il y a des vétérinaires en face, bienveillance, mais des contextes dans lesquels c'est pas le monde des bisounours. Là, j'y vais et je Exact. monte sur le ring. Exact. OK. Exact. Parfois, c'est la guerre. Il faut y aller, il faut aller au front. Parfois, à l'inverse, la prise de parole, elle est là, pour d'autres raisons, elle a d'autres visées et donc ça n'est plus un sport de combat. Ça peut être un moment de partage, ça peut être un moment d'échange, ça peut être, un moment de séduction. Et dans ce cas-là, tu vois, et j'avais interviewé, la personne qui a écrit «La parole est un sport de combat». Il avait trouvé une pirouette intéressante parce que je lui avais dit: «Voilà, il y a quand même des moments où c'est de la séduction, où c'est de l'humain, de la relation sympathique». Intéressant ce qu'il avait dit: «Ça reste quand même un combat contre soi-même». Celui de Mmh. s'imposer d'y aller, d'oser parce que naturellement, on n'est peut-être pas tous Mmh. amenés à parler devant beaucoup de gens Intéressant. et donc dans tous les cas, ça reste un combat. C'est une vision des choses, une métaphore Oui, globale qui joue beaucoup sur l'exercice parce que la perception joue énormément dans le comportement qu'on va avoir. bien sûr. Donc je trouvais ça passionnant et quand j'écoute ce que tu dis, je vois que la perception du combat ne te fait pas peur. Comment tu l'expliques ça? C'est parce que les premiers combats ont été gagnés? Parce que tu es quelqu'un de nature plutôt «combatif» entre guillemets? C'est difficile, je me suis jamais véritablement posé la question, mais on y revient toujours. Je pense que, c'est l'éducation encore une fois, hein. Personne n'est plus fort que toi, personne n'est plus grand que toi, personne n'est plus intelligent que toi. Donc pourquoi refuser d'aller au combat? Pourquoi refuser d'aller au combat? Ne pas aller au combat, c'est le perdre d'office. Y aller, c'est se donner la chance de le remporter. Donc pourquoi ne pas y aller? Je pense que la première chose, c'est ça. Après, il y a évidemment, mon parcours. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, j'étais en sport-études, Ah ouais, tu as fait quoi comme sport? j'ai fait du tennis de table. C'était pas à la mode à l'époque. Et oui, C'était pas à j'ai la vu ça, mode à ouais. l'époque. J'étais en sport-études, j'étais dans le meilleur club de France à l'époque, le Valois. On a eu la chance de participer à des compétitions internationales, championnat du monde. J'ai eu la chance aussi, championnat de France, championnat du monde. J'ai eu la chance aussi de représenter mon pays d'origine, les îles Comores, aux Jeux des îles. Donc les Jeux des îles, c'est l'équivalent des Jeux olympiques de l'océan Indien. J'avais 16 ans à l'époque et j'étais dans une compétition de seniors, d'adultes. Il y a ça, j'ai aussi, moi, fait une classe préparatoire. Donc toutes ces choses-là aussi, quand même, ça vous façonne parce que, c'est des moments, où il faut être capable d'affronter l'adversité. Il faut être capable d'affronter, des moments intenses, des moments, difficiles. Donc une fois que vous avez connu, le sport à un certain niveau, le sport individuel, la classe préparatoire qui est quand même aussi une épreuve, ensuite c'est vrai qu'il y a aucun combat qui peut vous faire peur. C'est top, j'imagine que ça a développé ce côté compétiteur. Je pense, bien sûr. Et est-ce que cette pression que tu as vécue dans le cadre du sport individuel, hein, comme tu le précises, ça t'a permis de mieux gérer la pression de la prise de parole? Comme si, par comparaison, il y avait beaucoup moins d'enjeux? Probablement, probablement oui. Mais à la différence, j'ai le sentiment qu'on a plus de contrôle sur sa performance sportive. En tout cas, c'est un biais qu'on a quand on démarre l'oratoire. On se dit qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle sur sa performance en tant que sportif que sa performance en tant qu'orateur. Parce que beaucoup de paramètres peuvent nous perturber. Encore une fois, oublier son discours, être perturbé par ce qui se passe dans la salle, le jugement des autres. La performance sportive, c'est quand même beaucoup plus subjectif et mécanique. Tu vois ce que tu veux dire? Même si le stress peut venir perturber toute cette C'est vrai, mécanique? c'est vrai. Tu vois, c'est marrant, moi j'ai fait pas mal de tennis quand j'étais jeune. Bon, jamais à un très haut niveau, mais mon petit frère, lui, est semi-pro, tennisman. Et je me rends compte d'un truc que j'avais quand j'étais petit, quand on jouait au tennis. Dès qu'on passait en mode match, donc entraînement, et cetera, dès qu'on passait en mode match, j'avais la main qui tremblait et je le Ouais, sentais. Et la deuxième balle, c'était double faute. On peut se dire que ça n'a rien à voir avec l'art oratoire, mais tu sais, c'est comment tu gères l'enjeu au final. bien sûr. Dans les 2 cas, hein, je pouvais trembler par moments, bien sûr, hein, Ouais. dans les 2 cas. Et tu as fait un travail, j'imagine, de prépa mentale pour gérer l'enjeu à ce haut niveau? À l'époque, on n'avait pas de coach mental à proprement parler, mais disons que encore une fois, on nous apprenait à composer avec ça.
Ah, c'est top. On nous apprenait à accepter la pression et à la surmonter. C'est top et merci d'avoir partagé ça parce que on voit que tu es quelqu'un d'entraîné, mais bien au-delà que le seul sujet de la prise de parole. Je pense que ça, c'est Exact. général, Finalement, j'ai été façonné, construit par chacune de mes expériences professionnelles, sportives, universitaires, associatives. Je suis la somme de tout ça finalement. c'est top. C'est top et peut-être souvent ce que je me dis, c'est que pour être à l'aise et éloquent, il faut savoir, avoir à la fois cette passion pour le travail, l'entraînement et réussir à développer ce que personnellement j'ai mis du temps à développer parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux de base, qui est le lâcher prise quoi. Capable d'avoir ses 2 jambes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu cultives aussi, ce lâcher prise? Non, pas spécialement, honnêtement, pas spécialement. J'ai jamais, c'est marrant, c'est jamais une réflexion que je me suis faite. Je me suis jamais dit qu'il fallait que je lâche prise. En revanche, peut-être que ça rejoint un peu cette idée, je trouve que ce qui est important et c'est aussi ce qui fait la force de l'oratoire parfois et du discours, c'est de donner le sentiment que c'est naturel et facile. Mais ça n'est qu'un sentiment. Parce qu'en réalité, il y a du travail en amont. Pour donner le sentiment que c'était facile et naturel, j'ai dû faire beaucoup de choses en amont. C'est top, hein. C'est vrai qu'on voit du talent chez toi et ce que tu dis, c'est que le talent, c'est du travail qu'on ne voit plus, quoi. Il n'est rien sans travail. Et je suis convaincu que le travail est plus fort, transcende le talent. C'est-à-dire que quelqu'un sans talent avec son travail ira beaucoup plus loin qu'une personne pétrie de talent qui travaillera pas ou peu. Et je le vois, moi je conseille beaucoup de footballeurs. Combien de footballeurs ont malheureusement connu une trajectoire qui est à l'opposé de ce qu'on leur promettait parce qu'ils se sont reposés sur leur talent. Et combien, à l'inverse, ont connu une trajectoire fulgurante alors qu'il n'y avait aucun talent inné, spectaculaire, qui transparaissait quand ils jouaient, mais qu'à l'inverse, ils ont travaillé, travaillé, travaillé. Et je pense que c'est pareil dans les autres disciplines. Si vous arrivez à combiner le talent, l'inné et le travail, vous irez très loin. Ah, c'est top et quand on regarde ton parcours, il vient certainement du fait que tu as été en contact avec des gens qui t'ont impressionné, inspiré, Bien qui t'ont sûr. montré peut-être que, bah, je suis pas assez, en tout cas, ont permis de continuellement réveiller cette faim. C'est jamais assez, c'est jamais assez et Exact, j'imagine que ce parcours entrepreneurial est une façon de continuer à alimenter cette faim exact, qui fait que ce sera jamais fini, en tout cas, on a toujours envie. exact, exact, exact. Il y a cette métaphore, tu sais, je sais pas si tu la connais, du tonneau de Danaïde. Ouais, Ce tonneau percé, c'est un tonneau qu'on remplit indéfiniment de vin, mais compte tenu du fait qu'il est percé, par définition, il ne se remplit jamais. Et je me reconnais beaucoup dans cette image, puisque c'est un peu ça. C'est un peu ça la philosophie. Alors ça peut avoir des travers aussi, hein, de ne pas être capable de se satisfaire et d'être finalement, empli de quelque chose. Mais mais c'est surtout un moteur. c'est top. C'est top, Amir. Bah, écoute, c'est top. On va se diriger, vers la fin de cet échange et je me demandais, est-ce que toi, tu as des lectures comme ça, que tu parlais de Schopenhauer tout à l'heure, qui t'ont guidé dans ce chemin vers l'art oratoire, l'éloquence ou des rencontres? Non, honnêtement, je l'ai lu Schopenhauer, mais c'est pas grâce à ça que je suis devenu un bon orateur ou un bon plaideur. Franchement, moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, j'ai du mal avec les personnes qui sont méprisantes et qui hiérarchisent, les, heu, les styles littéraires, les styles de romans. Pour ma part, j'estime que n'importe quel type de roman, n'importe quel type de lecture peut être utile à toute personne qui souhaite, s'exercer à l'art oratoire parce que ça va enrichir votre vocabulaire, ouvrir, renforcer votre imaginaire, vous donner des idées d'images, de figures de style. Donc, lisez, peu importe ce que vous allez lire, lisez, ça vous enrichira forcément et ça enrichira forcément vos prises de parole futures. Vraiment, j'ai pas de type de livre ou de roman à imposer ou à dicter. Lisez, ce sera forcément utile, ce sera forcément édifiant et enrichissant. Ah, c'est top et c'est cohérent au regard de ce que tu disais au début. Ta maman qui t'a poussé à lire des lectures, t'ont structuré, tu disais, Exact, au début. exact. C'est top et est-ce que tu aurais une question, tiens, à me poser, je sais pas, sur l'art oratoire ou sur d'autres choses? Je termine souvent comme ça, qui te viendrait à l'esprit et à laquelle je vais essayer de répondre avec, toute l'honnêteté que je peux fournir. Mmh. Si on n'est pas, avocat, si on n'exerce pas une profession qui implique, enfin qui place
la parole au centre de tout, à quoi sert de devenir éloquent? À quoi sert de devenir un bon orateur? Je pense que là, merci de cette question, parce que certaines personnes doivent se la poser. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je pense que tu l'as dit, être reconnu d'abord par soi-même, quand on manque de confiance, c'est cette vision du regard des gens, waouh, émerveillé. Ah ouais, et ce regard qu'on peut porter te pousse à avoir un regard différent sur toi. Être reconnu par les gens de ma famille. Moi, tu vois, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu le courage de prendre la parole au mariage de ma sœur. Mmh. Personne n'a osé. Elle se mariera pas 2 fois. Et ça a été immortalisé. Personne n'y est allé, j'y suis allé. Donc être reconnu par sa famille, être reconnu par son cadre professionnel. «Putain, il parle bien. Ah oui, mais attends, on va lui demander de participer à cette réunion». Mmh. Et puis derrière, à la fin, être reconnu par des gens qui ne connaissent pas. Donc au final, je pense que en tant qu'être humain, on est là pour laisser une trace. D'abord se montrer qu'on a le droit de la laisser et puis ensuite, une fois qu'on sera plus là, continuer d'exister, de cette façon et les réseaux sociaux le montrent bien, on a cette envie d'exister, de se prolonger un petit peu et l'art oratoire est pour moi et le sera, je pense, encore une façon de me prouver que j'existe, d'être écouté, d'être reconnu, tu vois? Je trouve que tu as donné un très bel exemple avec le mariage. Pardon, je me permets de rebondir, Non, non, c'était bien la sûr. conclusion. Parce que tu vois, c'est un exemple auquel j'avais pas pensé, mais j'ai une amie qui s'est mariée, il y a 1 an et elle m'a, demandé, j'ai été honoré de finalement d'être son maître de cérémonie et ça impliquait, outre le fait d'unir les époux, ça impliquait de déclamer un discours et tu vois, j'avais pas soupçonné une seule seconde, quand j'ai commencé l'art oratoire, que ça me permettrait de participer, d'être acteur de ce type d'événement heureux et ce que j'ai trouvé fort, déjà, ça m'a énormément touché, j'ai pris énormément de plaisir et puis, tu vois, il y a des personnes qui m'ont demandé à la fin du discours si j'avais une carte parce qu'il y a telle personne qui se mariait, telle personne qui se mariait, qui ont pensé que c'était mon métier. Et j'aurais dit: «Je suis désolé, moi je suis avocat, je l'ai fait parce que c'est une amie». C'est pour dire à quel point l'art oratoire est effectivement partout. Je pense que c'est une belle conclusion, l'art oratoire est partout. C'est top, c'est top. Amir, merci encore, merci de ton Merci à temps toi et de pour ta belle cet échange. présence. Merci à toi. Merci.